Bonjour, ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de terminale. Nous finissons à présent le chapitre sur la biodiversité et son évolution avec la partie 1.4, Impact des activités humaines sur la biodiversité. Le titre de l'activité correspondante s'affiche ici. On va donc aborder les effets négatifs de certaines activités anthropiques, mais aussi les tentatives de conservation, de préservation de cette biodiversité. Commençons par cette image qui, vous le voyez, montre un exemple de déforestation, c'est-à-dire une destruction intentionnelle de végétaux, alors soit pour les prélever et les exploiter d'une façon ou d'une autre, soit pour les brûler sur place, parce que l'objectif c'est simplement de faire du défrichage. Quoi qu'il en soit, la déforestation constitue également une destruction de l'habitat d'un bon nombre d'êtres vivants, animaux ou autres. Il y a aussi une troisième conséquence de cette déforestation, c'est qu'elle sépare les uns des autres, elle isole des morceaux de l'écosystème forestier. On dit qu'il y a fragmentation de l'habitat avec des populations qui alors ne pourront pas forcément se déplacer entre les différentes portions de forêt, et ça pose problème. Si on prend cet autre exemple de fragmentation, lié ici au réseau routier, alors vous voyez, c'est très clairement, on a un aménagement du territoire qui coupe l'écosystème, initialement boisé, en petits morceaux. On aperçoit aussi des entrepôts en haut à droite, et ce qui ressemble à des parcelles cultivées à gauche. Pour certains mammifères qui peuplent habituellement cette forêt et qui se déplacent, il y a un risque, évidemment, lorsque ces animaux traversent les voies, c'est pour ça qu'on a ce genre de panneaux, mais ceci n'empêche pas toujours les collisions qui sont souvent fatales et qui, au passage, peuvent être dangereuses pour les véhicules impliqués. Autre victime de la fragmentation des écosystèmes, les insectes, qui n'ont pas vraiment fière allure après avoir été percutés par un pare-choc à pleine vitesse. Bon, dans cette activité, on va surtout s'intéresser à une autre classe animale, c'est celle des amphibiens. Et plus précisément, on va voir ce qui se passe chez la salamandre cendrée. Alors, on la trouve dans certaines zones humides en Amérique du Nord, et comme ce type d'animal se déplace lentement, effectivement, la traversée d'une route peut s'avérer périlleuse. Alors, ça c'est vrai pour certaines espèces d'amphibiens qui sont migratrices. Pour la salamandre cendrée, c'est pas vraiment le cas puisque le texte du document 1 vous précise qu'elle est sédentaire et se contente d'un milieu de vie plutôt restreint de l'ordre de 10 mètres carrés. Donc, traverser une route, ça semble carrément mission impossible. On va voir pourtant que la fragmentation de son habitat a des conséquences, et ceci a été étudié scientifiquement par par une équipe plutôt de chercheurs canadiens qui a publié ce travail en 2006. Vous voyez que salamandre cendrée, en anglais, ça se dit red-backed salamander, littéralement la salamandre à dos rouge, tandis que c'est sa face ventrale qui est de couleur grisante. On le voit bien sur cette image. Bref, cette salamandre, on la trouve notamment au Québec. On a par exemple 4 aires de répartition au Mont-Royal, une colline qui surplombe la ville de Montréal. C'est ce que vous voyez en haut à gauche. Vous avez la carte correspondante à droite sur laquelle les populations sont figurées en orange. On trouve aussi la salamandre dans un milieu plus sauvage, au mont Mégantic, qui est situé à quelques 200 km de Montréal. Vous voyez qu'il y a des chemins de randonnée qui sillonnent la forêt. Et là aussi, il y a eu 4 zones d'échantillonnage pour étudier la population. Le résultat le plus important de cette étude, c'est celui-ci. Quand on compare la diversité génétique au sein des différentes populations, on constate que les populations du Mont-Royal ont une diversité d'allèles plus faible que la population du Mont Mégantic. Et on vous demande justement d'expliquer ça. En plus des documents, on vous invite à faire une petite série de simulations numériques à l'aide d'un logiciel intitulé Dérive génétique. Alors ça, c'est une variante de celui que je vous avais montré dans l'activité précédente. Alors je clique sur le lien pour vous montrer. Pendant ce temps-là, je relis la consigne 1. À l'aide de la ressource numérique, réaliser des simulations de l'évolution de la fréquence d'un allèle sur 100 générations successives. La fréquence initiale de cet allèle sera considérée égale à 0,5. Un total de 20 simulations est à réaliser, 10 avec une population de 100 individus et 10 autres avec une population de 10 000 individus. Bon, alors là, je vais zoomer un petit peu histoire qu'on puisse mieux lire. En bas à gauche, là, j'ai un cadran qui me permet de régler des paramètres. La fréquence initiale de l'allèle A, elle est déjà sur 50%, donc ça c'est parfait, j'y touche pas. Effectif est égal à 100, ça aussi c'est une condition qu'on me demande de tester, donc je laisse comme ça. Et ici, l'application me propose de faire un calcul sur 100 générations, donc tout ceci bien évidemment est totalement aléatoire.
Si vous avez besoin d'un petit rappel sur la dérive génétique, vous pouvez lire ceci, ou bien revoir la vidéo consacrée à cette question que j'ai publiée récemment. Alors, c'est parti, je clique sur lancer le calcul et j'obtiens une courbe qui montre l'évolution de la fréquence de l'allèle A, qui ici est passée de 50 à 48%, mais avec des fluctuations très importantes qui vous sont ici indiquées. Je fais un deuxième calcul, j'obtiens un autre type de résultat, un troisième, là une fréquence qui évolue là aussi d'une autre manière, et ainsi de suite. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on a carrément une perte de l'allèle qui est maintenant à 0%. Donc vous avez des valeurs très fluctuantes qui traduisent une dérive génétique parfois très importante. Je vais faire une autre série de 10 simulations, mais en changeant un paramètre, la taille de la population. Donc je vais choisir ici un effectif non plus de 100, mais de 10 000 individus, donc je rajoute 2 zéros, et je lance un nouveau calcul. Donc ça devient un peu confus, mais vous voyez qu'à chaque fois, la dernière courbe apparaît en gras par rapport aux précédentes. Alors en fait de courbe, c'est presque une ligne droite horizontale, avec une fréquence de l'allèle A qui comparativement a peu évolué, on est passé de 50 à 57% ici. Un deuxième calcul, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez qu'on obtient un faisceau plutôt resserré lorsqu'on a un effectif de 10 000, ce qui traduit une dérive génétique relativement faible. Alors je reviens à ma présentation. Là je vous montre d'autres résultats, mais très similaires à ceux que je viens de tenir. Donc les courbes qui ne s'éloignent pas trop de la valeur initiale, ce sont celles qui correspondent à un effectif de 10 000 individus. Toutes les autres courbes, vous l'aurez compris, correspondent à des simulations obtenues avec un effectif beaucoup plus réduit de 100 individus. Alors comment peut-on interpréter ça? Eh bien, les fréquences alléliques évoluent de manière importante dans les populations de faible effectif, ce qui peut parfois conduire à la perte de certains allèles par le mécanisme de dérive génétique. Dans cet exemple, on perd ici l'allèle B, ou encore là l'allèle A, ceci de manière parfaitement imprévisible, mais néanmoins plus probable qu'avec une population de grande taille. Revenons à notre histoire de salamandre et essayons de comprendre ce qui a bien pu se passer. Pourquoi les populations du Mont-Royal sont-elles moins diverses génétiquement parlant? Eh bien précisément parce que leur habitat a été fragmenté, ici en 4 petites parcelles. La cause de ça, c'est l'urbanisation, le découpage du paysage par des routes. Gardez à l'esprit qu'il s'agit ici d'un parc urbain, donc semi-naturel on va dire. Les conséquences, il y en a plusieurs. Tout d'abord, la fragmentation de l'habitat entraîne la fragmentation de la population et l'isolement de petits effectifs qui n'ont d'autre choix que de se reproduire entre eux. On a donc des conditions qui favorisent la dérive génétique, donc une perte de diversité allélique, et au final un affaiblissement des populations, un appauvrissement qui les rend statistiquement plus vulnérables alors à des maladies, à des changements de conditions du milieu, etc. Donc cette fragmentation, clairement, elle est préjudiciable aux espèces. Alors elle peut prendre différentes formes. Au-delà des routes, ça peut être le réseau ferroviaire, ça peut être des barrages qui vont entraver des déplacements d'espèces aquatiques, ou encore des lignes à haute tension qui vont perturber des migrations d'oiseaux, par exemple. Le responsable, évidemment, c'est l'être humain, c'est nous, et les actions anthropiques défavorables à la biodiversité, malheureusement, elles sont nombreuses. Je vous propose, dans la consigne 3, d'en faire une liste qui s'appuie sur le dernier rapport en date de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Leur constat est sans appel, le dangereux déclin de la nature est qualifié de sans précédent, le taux d'extinction des espèces s'accélère. Alors plutôt que de lire ce document, je vous invite à regarder une petite vidéo sur le sujet qui vous aidera à trouver des réponses. Pensez aussi aux actions envisageables pour contrebalancer ces effets négatifs. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle locale, dans son environnement proche, dans sa ville? Vous avez aussi plusieurs ressources disponibles dans la description de la vidéo qui vous seront indispensables pour réfléchir à tout ça. Donc veillez à bien cliquer sur les liens et on se retrouve très bientôt pour corriger ça. La vidéo dont je parlais, elle va se lancer automatiquement si vous êtes dans la playlist. Sinon, vous pouvez aussi cliquer là-dessus.